Le régime russe s'est donné pour objectif de nuire à notre économie. Qu'a-t-il fait? Il a ouvert cette boîte de Pandore. Et bien qu'il obtienne une réponse venant de ses secteurs économiques les plus sensibles, qui, soyons honnêtes, respirent à peine. Voici mon point vidéo en ce dimanche après-midi 23 août depuis Limassol à Chypre. Parlons de l'actualité. Et commençons par une publication sur X de Barak Ravid, d'Axios. Il affirme que 3 responsables américains lui ont dit que les États-Unis avaient aidé 40 pétroliers à traverser le détroit d'Ormuz dans les deux sens, vendredi. Vous avez bien entendu, 40 pétroliers. C'est une stratégie audacieuse, Cotton. That's a bold strategy, Cotton. Let's hope it pays off for him. Espérons que ça lui réussisse. C'est une stratégie audacieuse, Cotton. Oh là là, ça vient du film Dodgeball. 40 pétroliers. Waouh, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. J'aime bien, j'aime beaucoup. Le service de suivi Kepler affirme que vendredi, 0 pétrolier a transité par le détroit d'Ormuz. Quelqu'un ment. Je pense que c'est Kepler. Voici le message de Barak Ravid, d'Axios. Environ 40 pétroliers sont entrés et sortis du détroit d'Ormuz par le chenal profond du Sud, vendredi soir. Environ 16 millions de barils de pétrole ont quitté le détroit par le chenal Sud, vendredi soir. Moved out of the strait through the southern channel on Friday night. 3 U.S. officials told me. Kepler. 3 responsables américains m'ont dit que les données de suivi des navires de Kepler, qui utilisent des images satellites, indiquent qu'il n'y a eu vendredi aucun passage de pétrolier d'ouest en est et aucun baril de pétrole sorti par le détroit d'Ormuz. Les données de suivi des navires de Kepler utilisent des images satellites, et pas seulement le statut AIS. Qui ment? Qui dit la vérité? Est-ce Axios ou est-ce Kepler? Kepler, K-P-L-E-R, K-P-L-R. Quelle que soit la prononciation, je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Mais voilà, 40 pétroliers selon des sources américaines. Bob, à Arlington, en Virginie. Salut Bob. Bob, combien de pétroliers ont traversé le détroit d'Ormuz vendredi soir? 20? Tu en es sûr, Bob? 30? Allez Bob. 40. D'accord, compris. 40. Bob. 40. All right, gotcha. 40. Maybe that is the case. We'll find out in a couple. Peut-être que c'est le cas. Nous le saurons dans quelques semaines. Ces pétroliers doivent bien aller quelque part, non? Ils doivent aller quelque part et livrer leur pétrole quelque part. Donc j'imagine que nous saurons dans 2 à 3 semaines si c'est effectivement le cas. Si les États-Unis ont aidé à faire entrer et sortir 40 pétroliers du détroit d'Ormuz. C'est une stratégie audacieuse, Cotton. J'adore ça. Ça me plaît. Ça me plaît. Parlons du nombre de pétroliers que vous voyez là-bas. Combien de navires voyez-vous? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a un petit voilier juste là. 10, j'en vois 10. Peut-être qu'il y a 40 navires là-bas. Flotte fantôme. Navires fantômes. Les navires fantômes d'Ormuz. Parlons de Saint-Pétersbourg, de la région de Saint-Pétersbourg et d'un immense incendie qui s'est déclaré hier. 80 000 mètres carrés pour cet entrepôt en feu. Alors, qu'est-ce qui a provoqué cet incendie? On ne sait pas. Les autorités russes n'ont publié aucune déclaration au sujet de cet incendie massif dans cet immense entrepôt. Les médias ukrainiens présentent cela comme une sorte de frappe ukrainienne, ou une attaque de drone contre cet entrepôt. Ils disent que cet entrepôt se trouve près d'Ozon. Ozon est le concurrent de Wildberries. C'est l'autre détaillant en ligne comparable à Amazon. Il y a 3 grands détaillants russes comparables à Amazon. Wildberries, Ozon et je crois Yandex. E-commerce ou Yandex Online est le 3e grand détaillant comparable à Amazon en Russie. Et hier, nous avons eu un entrepôt Ozon qui a été touché. Ou bien c'était il y a 2 jours, un entrepôt Ozon a été touché. Or 2 days ago, we had an ozone warehouse that was hit. Yesterday, we had another ozone warehouse that was hit. Hier, un autre entrepôt Ozon a été touché dans la région d'Orenbourg. Et les médias ukrainiens présentent l'incendie de cette installation de 80 000 mètres carrés à Saint-Pétersbourg comme une sorte de frappe de drone ukrainienne, alors que cela n'a pas été confirmé. Cela pourrait être autre chose.
Cela pourrait être du sabotage, un accident, un incendie criminel, un drone. Nous ne le savons pas. Et nous n'avons eu aucune déclaration officielle de la Russie, du moins au moment de l'enregistrement de cette vidéo. Le Kyiv Post affirme qu'un important incendie s'est déclaré pendant la nuit dans la zone industrielle d'Ijora, à Kolpino, près de Saint-Pétersbourg, et qu'il s'est étendu sur plus de 80 000 mètres carrés. Le site se trouve près d'un centre logistique d'Ozon et de grandes usines industrielles. Donc, une chose est certaine. L'armée ukrainienne s'en prend désormais aux entrepôts Ozon. Ils en ont donc fini avec Wildberries, du moins pour le moment. Et maintenant, ils s'en prennent à Ozon. Ils ont déjà frappé 2 installations Ozon confirmées à l'intérieur de la Russie. Et cela nous amène à l'interview de Poutine avec Zarubin, le journaliste préféré du Kremlin. Poutine a déclaré que l'Ukraine, en s'en prenant à des installations de vente en ligne, à des plateformes de commerce électronique comme Wildberries, en visant des raffineries, en attaquant des navires céréaliers dans la mer d'Azov, que toutes ces attaques ukrainiennes ont ouvert une boîte de Pandore pour le régime Zelensky et pour l'Ukraine. Ce sont les mots exacts du président russe. Elles ont ouvert une boîte de Pandore. Regardez comme l'eau est propre à Limassol. Chypre a une eau très très propre et des plages propres. Donc, Poutine dit que la boîte de Pandore a été ouverte. Laissez-moi vous donner sa citation exacte. Le régime de Kiev s'est fixé pour objectif de nuire à notre économie. Qu'a-t-il fait? C'est lui qui a ouvert cette boîte de Pandore. Eh bien, voilà ce que vous obtenez en retour. Des frappes contre les secteurs les plus sensibles de votre économie, qui, franchement, est déjà en difficulté. Nous avons déjà eu, par le passé, des déclarations de ce type de Poutine et d'autres responsables russes. Ils ont clairement dit que si l'Ukraine frappait des installations russes ou des cibles civiles, cela entraînerait simplement des frappes russes en Ukraine 10 fois plus dévastatrices. Et c'est exactement ce que nous observons. L'armée russe, comme nous l'avons dit dans de nombreuses vidéos sur cette chaîne et sur The Duran, est en train de démanteler l'Ukraine, l'économie ukrainienne, de bloquer Odessa et les ports d'Odessa. Ils travaillent désormais à bloquer la région d'Odessa, y compris tous les corridors terrestres. Ils démantèlent les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Nous avons même des informations, des rumeurs, selon lesquelles l'Ukraine envisagerait une évacuation pour l'hiver à cause de la situation de ses infrastructures énergétiques. Et bien sûr, la défense aérienne ukrainienne est épuisée, inexistante. Pas de patriotes. Donc, quoi que l'Ukraine lance contre la Russie, en ciblant ses plateformes de commerce en ligne, ses plateformes logistiques, la Russie frappe l'Ukraine 10, 20, 30 fois plus fort, détruisant complètement toute son économie, ou ce qu'il en restait. Ai-je aussi mentionné les usines sidérurgiques? La Russie détruit également les usines sidérurgiques ukrainiennes. Et c'étaient les 2 secteurs de l'économie ukrainienne qui rapportaient réellement des revenus, l'acier et les exportations alimentaires, les exportations de céréales. Et maintenant, ils ont été ou sont en train d'être complètement détruits. Poutine a aussi parlé de diverses propositions que la Russie a reçues de la part de l'Occident collectif. Il parle de propositions de cessez-le-feu, de gel du conflit et de choses comme ça. Il a dit que ces propositions diplomatiques étaient exotiques et inacceptables. Ce sont ses mots exacts. Exotiques et inacceptables. Des propositions exotiques, ça veut dire que c'était de la merde, des absurdités et de la merde. En langage diplomatique, ça veut dire des absurdités. Exotique. Un choix de mots intéressant. Poutine a bien dit, nous sommes toujours prêts à dialoguer sur la paix, mais uniquement sur la base des réalités qui se dessinent sur le terrain. Et que se passe-t-il sur le terrain? Eh bien, sur le terrain,
la situation de l'Ukraine va de mal en pis. On a même désormais des analystes pro-ukrainiens qui parlent de la chute de Dobropilla. Cela ne se produira pas demain ni cette semaine, mais au cours des prochaines semaines ou des prochains mois, nous verrons certainement Dobropilla tomber aux mains de l'armée russe. D'après AMK Mapping, la défense de Dobropilla semble s'effondrer complètement. Je me trompe peut-être, mais pour l'instant, on dirait que nous pourrions assister à des changements majeurs dans les semaines à venir. Ces changements majeurs, ce serait Dobropilla passant sous le contrôle de l'armée russe. Dobropilla moving into Russian military hands. That's going to be the major change. Ça va être le grand changement. Et il ne vous restera plus que Kramatorsk et Slaviansk. Et ces deux villes seront prises par la Russie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc avec cet effondrement de l'économie ukrainienne, de l'armée ukrainienne, de la défense aérienne ukrainienne, on voit beaucoup de panique et d'inquiétude chez les jeunes branchés mondialistes de l'Union européenne, ainsi que dans l'État profond néoconservateur, l'État permanent. Et c'est pour ça que Keith Kellogg était à Odessa. Il a aussi fait un déplacement à Kiev. Il voulait rencontrer le Gobelin vert. Et le principal point à l'ordre du jour, c'était la défense aérienne. Comment faire parvenir une défense aérienne à l'Ukraine avant l'arrivée de l'hiver? Je pense que Kellogg voulait simplement sentir un peu de ce Zelensky numéro 5. C'est ça que Kellogg voulait vraiment. That's what I think Kellogg really wanted. Yeah, Kellogg is part of a Oui, team. Kellogg fait partie d'une équipe d'Américains, du camp occidental collectif. Je ne sais même pas ce qu'ils sont. Ce sont des envoyés, des responsables gouvernementaux? Ce ne sont pas des responsables gouvernementaux. Ce ne sont pas des envoyés. Une équipe d'Américains et d'Occidentaux qui est arrivée à Odessa puis s'est rendue à Kiev pour rencontrer Zelensky. Qui sont ces gens? Quel est leur rôle? Et à quel titre parle-t-il à Zelensky? Qui sait? Qui sait qui sont ces gens? Et s'ils représentent les États-Unis, l'administration Trump ou quoi que ce soit d'autre? Mais ils sont là. Ils sont à Odessa. Des intérêts commerciaux, probablement. Des intérêts du secteur des affaires, du complexe militaro-industriel, des néoconservateurs, des mondialistes, probablement. Neocon, globalist interests in Ukraine meeting with le Gobelin vert. En Ukraine, en réunion avec le Gobelin vert, Keith Kellogg refuse de quitter la scène. Il ne quitte pas la scène, ne prend pas sa retraite, ne se pose pas, ne se détend pas. Non, il se rend en Ukraine. Quoi qu'il en soit, nous avons la fête de l'indépendance de l'Ukraine, qui, je crois, a lieu demain. Et tous les jeunes branchés mondialistes arrivent à Kiev en train. Le ministre allemand des Affaires étrangères est sur place. Il y aura, je crois, les dirigeants du Danemark, de la Norvège, de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie. Je pense que tous les pays baltes seront représentés. Bien sûr, ils seront là. Stubb et Burre seront là. Des responsables de l'Union européenne seront là. Ils vont tous déferler sur Kiev pour la célébration de la fête de l'indépendance. Ou devrions-nous dire la fête de la dépendance? Or should we say the Dependence Day celebration because Ukraine in a matter of Parce que l'Ukraine, en l'espace de 10-15 ans, ils ont pris une ancienne république soviétique, l'une des républiques les plus riches et les plus prospères, qui avait parmi les meilleures terres agricoles et les meilleures exploitations agricoles de toute l'Union soviétique. Elle avait aussi énormément d'industries et de production, beaucoup d'industries militaires et d'installations de production militaire. Aucune dette lorsqu'elle a quitté l'Union soviétique. Toute la dette de l'URSS a été transférée à la Russie. Les médias de l'Occident collectif n'aiment pas le mentionner. La Russie a assumé toute la dette et elle l'a entièrement remboursée. Elle a assumé toute la dette de l'Union soviétique et elle l'a entièrement remboursée. Donc vous aviez une république avec une agriculture remarquable, un énorme potentiel agricole sur la mer Noire, avec Odessa, avec une multitude d'installations de production et de capacités industrielles, et zéro dette. facilities and industrial capacity and zero debt. And they've turned it into a dependent Et ils en ont fait un pays dépendant,
un pays par procuration dépendant collectivement de l'Occident, dans une guerre contre la Russie, pour pouvoir entrer dans l'OTAN, une OTAN en train de s'effondrer, et dans une Union européenne en train de s'effondrer, avec le coup d'État de 2014 de Victoria Nuland et John McCain. Quel désastre! Quel putain de désastre! Et ils ont besoin de 36 milliards de dollars. C'est ce qu'il leur faut en 2026 pour couvrir leurs besoins budgétaires. Ils ont reçu 13 milliards de dollars de partenaires occidentaux. Il leur fallait au total 49 milliards de dollars de l'Union européenne, du FMI, de la Banque mondiale, des États-Unis, de qui que ce soit. Il leur fallait 49 milliards de dollars, ou il leur faut 49 milliards de dollars en 2026 pour couvrir leurs besoins budgétaires. Et ils ont maintenant un déficit de 36 milliards de dollars. Requirements, and they now have a shortfall of 36 billion. Where are they going to get the 36 billion from? Où vont-ils trouver les 36 milliards de dollars? On a nos outils. Ursula, le FMI, Trump. Où vont-ils trouver leurs 36 milliards de dollars? Voilà où en est l'Ukraine en ce moment. Pas un jour de l'indépendance, mais un jour de la dépendance. Macron, lui, a parlé 2 heures au téléphone avec le gobelin vert. 2 heures, Macron a parlé avec le gobelin vert. De quoi ont-ils parlé pendant 2 heures? Bonjour, monsieur Macron. Vous me manquez aussi. Bonjour. Bonjour, le gobelin vert. Comment ça va? Muy bien, señor. Non, monsieur gobelin vert, ça, c'est de l'espagnol. Qu'est-ce que j'ai dit? Muy bien, señor. Ce n'est pas du français. Non, monsieur le président, ce n'est pas du français. Comment allez-vous, amigo Macron? Enfin bref, 2 heures au téléphone avec le gobelin vert. Et quel a été le résultat de cette conversation téléphonique? And what was the result of this telephone conversation? Patriots, interceptors. Des patriotes, des intercepteurs ou des intercepteurs. Macron n'a pas spécifiquement parlé de patriots. Je ne crois pas qu'il ait employé le mot patriote dans son message sur X. Mais il a bien promis que la France donnerait à l'Ukraine des missiles de défense aérienne, des intercepteurs. Et il exhorte les autres pays mondialistes, les dirigeants cools de l'Union européenne, à eux aussi abandonner leurs intercepteurs de missiles patriotes de défense aérienne, ou tout ce qu'ils peuvent céder à leur gobelin vert. Qu'ils les abandonnent, qu'ils les lui remettent. C'était le message de Macron. Sur X, j'ai annoncé au président Zelensky le renforcement de notre soutien, avec la livraison d'intercepteurs et la poursuite de notre coopération dans le sillage de la réunion de lancement de la coalition anti-missiles, tenue à Paris le 13 juillet. Et la lettre d'intention signée le 17 novembre 2025, traduite du français. La publication est traduite du français, donc la formulation n'est peut-être pas tout à fait exacte. Mais enfin, c'était Macron qui livrait la protection antiaérienne de la France. La France va être démilitarisée très bientôt. Toute la France va être exposée. Plus de défense antiaérienne, parce que tout aura été donné au gobelin vert. Je l'avais dit. J'ai dit que les dirigeants de l'Union européenne allaient céder. Il n'y a aucun doute là-dessus. Pas tous. Pas tous. Mais la plupart des dirigeants de l'Union européenne finiront par donner leur système de défense antiaérienne à l'Ukraine, même ceux qui protègent réellement leur pays, comme la défense antiaérienne qui protège Paris. Elle va disparaître. Ça arrivera très bientôt à Kiev, et ce sera détruit très vite par la Russie. Mais leur espoir, c'est de permettre à l'Ukraine de passer l'hiver. C'est pour ça que Kellogg est à Kiev avec son équipe, quelle qu'elle soit. C'est pour ça que Macron parle à Zelensky pendant 2 heures. C'est aussi pour ça que tous les petits chouchous mondialistes sont à Kiev. Il va y avoir, lundi ou mardi, ou quelque chose comme ça, une réunion de cette coalition des volontaires. Une coalition des volontaires qui existe encore. Et ils vont essayer de faire face à la crise hivernale qui les fait tous paniquer. Alors, passons à autre chose et parlons des nouvelles du jour sur la guerre commerciale. C'est parti.
façon Donkey Kong. Les États-Unis et le Canada se dirigent vers une guerre commerciale. The US and Canada are heading towards a trade war. I talked about the collapse in the negotiations between J'ai parlé hier de l'effondrement des négociations entre le Canada et les États-Unis. Canada's leader, Le dirigeant du Canada, Mark Carney, former ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, il dirigeait la Banque d'Angleterre ou quelque chose comme ça, et maintenant, il est Premier ministre du Canada. Bon, peu importe. Quoi qu'il en soit, il a évoqué l'échec des négociations, et bien sûr, il en a rejeté toute la responsabilité sur les États-Unis, sur l'administration Trump et sur Lutnick. On lui a demandé si Lutnick avait joué un rôle dans l'effondrement de l'accord, qui était très très proche d'être finalisé. to completion. Et Carney a laissé entendre que Lutnick avait effectivement eu un rôle à jouer. Carney made it out as Enfin, il a dit qu'en fin de compte, lui est responsable du Canada. Trump est responsable des États-Unis. Trump is responsible for the United States, but you could tell from his reply that Lutnick Mais on pouvait comprendre, à sa réponse, que Lutnick avait été impliqué d'une manière ou d'une autre. Lutnick, c'est un peu le Newman de l'administration Trump. Lutnick, toujours à tout faire capoter. Ce Lutnick. Carney a quand même donné certains détails sur les négociations. some of the details of the Il a mis en avant 3 raisons pour lesquelles elles se sont effondrées et pourquoi le Canada ne peut pas accepter ce que proposaient les États-Unis en rejetant la faute sur les États-Unis. putting the blame on Et on avait le sentiment qu'une grande partie de tout ça concernait les restrictions à la liberté commerciale du Canada, comme l'a dit Carney. Canada's. Le Canada a le droit de commercer librement, a-t-il déclaré. Canada has the Et il a souligné que le Canada concluait toutes sortes d'accords commerciaux, je suppose, avec la Chine, avec l'Europe, avec l'Union européenne. with China, with Et les États-Unis n'ont pas apprécié. Ils n'ont pas apprécié. and the United States didn't like it. They didn't like it, and they were trying to restrict, according to Carney, their Et selon Carney, ils cherchaient à restreindre leur capacité à commercer librement. Carney a déclaré que c'était inacceptable. Il a parlé des automobiles, des voitures et des désaccords concernant l'industrie automobile et les pièces détachées. Mais ça, c'était Carney. Du côté américain, Trump n'a pas encore tenu de conférence de presse. Il ne s'est pas adressé aux journalistes au sujet de l'effondrement de l'accord commercial. Il vient simplement de publier un message sur Truth. Je vais vous le retrouver. Il a écrit « Le Canada veut les avantages d'être un État sans en être un. Ils font aussi payer à nos grands agriculteurs, depuis de nombreuses années, des droits de douane énormes. Plus jamais ça. Président DJT. » C'est ce que Trump a publié sur X, je crois, aujourd'hui ou hier soir. Et le négociateur de Trump, l'un de ses principaux négociateurs, s'est bien entretenu avec le New York Times. Le représentant au commerce de Trump détaille l'offre que le Canada a rejetée. Dans une interview, Jamieson Greer, le représentant au commerce du président Trump, a exposé les détails de ce que les États-Unis avaient proposé au Canada avant l'effondrement des négociations. Du point de vue américain, selon M. Greer, les États-Unis ont fait énormément de concessions. Ils ont accordé au Canada une grande partie de ce qu'il demandait. Et toujours selon Greer, cela n'a pas suffi à Carney. Il en voulait toujours plus, jusqu'au moment où tout s'est effondré. Mais dans cette interview, Greer a présenté les choses comme si les États-Unis avaient au fond placé le Canada au rang de premier partenaire commercial, avec le statut commercial le plus avantageux qu'il soit possible d'obtenir avec les États-Unis. Et il a dit que ce n'était toujours pas suffisant. Alors les négociations se sont tout simplement effondrées. Au cours de la dernière heure, tout s'est écroulé. Voilà où nous en sommes concernant l'accord commercial. Et nous nous dirigeons vers une guerre commerciale. En clair, nous allons avoir davantage d'incertitudes économiques, d'instabilité et de souffrance. Nous, les gens ordinaires, allons subir davantage d'instabilité économique, d'incertitude, de souffrance, d'inflation et toutes sortes de mauvaises choses. Nous allons payer le prix de cette guerre commerciale.
mais soit encore plus de chaos dans le monde. Parlons un peu du monde des clones. Le monde des clones, ici, depuis la magnifique Limassol, dans le quartier de Molos à Limassol. The Molos area in Limassol. Belle église, la marina et la vieille ville, avec le château de Limassol. Richard Cœur de Lion, là où Richard s'est marié autrefois. Donc Trump a republié l'image, ou le mème, ou comme vous voulez l'appeler, présentant le détroit d'Ormuz comme un nouveau territoire américain. Si vous le dites assez de fois, si vous créez des mèmes et des images, alors ça doit être vrai, non? C'est un nouveau territoire américain. Trump le dit. Il le visualise. Donc ça doit être vrai. Si vous le répétez assez, ça va se matérialiser. Ça va arriver. Il suffit de continuer à le dire et à le redire. Le détroit d'Ormuz, nouveau territoire américain. Le détroit d'Ormuz, nouveau territoire américain. J'aime bien, j'aime bien. Enfin bref, ça c'est Trump, l'ambassadeur Mike Waltz. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce type, au juste? Il est ambassadeur auprès des Nations Unies. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien. Ambassador to the United Nations, but what does he do? He doesn't do anything. Anyway, he showed up to one of the talk shows. Enfin bref, il est allé dans l'une de ses émissions débat et il faisait l'éloge de Scott Bessent pour l'opération Fureur économique. J'imagine qu'on passe de D-Day à l'opération Fureur économique. L'économie iranienne est dévastée. Leur monnaie s'effondre. Ils ont une inflation à son plus haut niveau depuis 80 ans. Tout ça grâce à l'opération Fureur économique. Le secrétaire Bessent accomplit l'œuvre du Seigneur. Ah, l'œuvre du Seigneur. Et le 7e jour, le Seigneur a dit « Opération Fureur économique ». C'est l'œuvre du Seigneur, tout le monde. Bessent accomplit l'œuvre du Seigneur avec l'opération Fureur économique. Ils n'ont pas pu trouver un nom différent de Fureur épique. On dirait la suite. C'est comme Star Wars, un nouvel espoir, puis Star Wars l'Empire contre-attaque. Il y a Fureur épique, et maintenant, Fureur économique. Demain, ce sera Fureur d'Ormuz. Quelque chose comme ça. Ce sera quoi la trilogie? Fury, something like that. What's the trilogy going to be? How is the trilogy going to look? À quoi va ressembler la trilogie? Je ne sais pas. Les derniers Jedi. Enfin bref, je ne sais pas ce que je raconte. C'est Mike Waltz qui parle de Bessent accomplissant l'œuvre du Seigneur. Arachi a publié sur X, il y a 14 ans, les sanctions les plus paralysantes de l'histoire ont échoué. Il y a 8 ans, la pression maximale a échoué. Il y a 5 mois, la reddition sans condition a échoué. Aujourd'hui, l'opération économique la plus écrasante jamais menée est vouée à échouer. On a déjà vu ce film. Même connerie, brute différente. Je pense que mon récit autour des films fonctionne vraiment, vraiment bien. Il imprègne vraiment l'air du temps. C'est comme ça qu'on dit. Je ne sais même pas comment on appellerait ça. Mais tous mes récits autour des films gagnent du terrain. On voit beaucoup de dirigeants de l'Occident collectif formuler les choses en termes de cinéma maintenant. Opération Fureur épique et Fureur économique. Le jour J. D-Day. Saving Private Ryan. I don't know. Il faut sauver le soldat Ryan. Let's move on. Je ne sais pas. Bref, passons à autre chose. Je divague. Je raconte n'importe quoi. C'est dimanche. J'ai le droit de raconter n'importe quoi le dimanche. Le Télégraphe affirme que la Grande-Bretagne risque de connaître des pénuries alimentaires d'ici quelques mois, avertissent les agriculteurs. Les mauvaises récoltes font que le secteur risque de ne pas avoir assez d'argent pour semer les cultures de l'année prochaine. Ce n'est pas un monde de clones, mais c'est très préoccupant. C'est un peu trop tard pour que le Télégraphe mette en garde contre une pénurie alimentaire, hein? Vous étiez où, les gars, quand The Duran disait qu'il fallait pas sanctionner la Russie, ni les engrais russes? Vous étiez où? Non. Vous applaudissiez les sanctions contre les engrais russes. Sanctionnez les engrais russes. Sanctionnez-les davantage. Encore plus de sanctions, bébé. Encore plus de sanctions. More sanctions, baby. More sanctions. We're not affected by Russian sanctions, said 008. Nous ne sommes pas affectés par les sanctions contre la Russie, disait 008, Starmer, Sunak et Bojo, tous ces types-là. Liz Truss. Je finis par perdre le compte de tous les premiers ministres. Il y en a tellement. Mais oui,
Il disait à tout le monde, « Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Nous ne sommes absolument pas affectés par les sanctions contre la Russie. Pas affectés du tout. » Alors, ça marche comment, jusqu'ici? Encore une fois, ce sera le peuple, nous, le peuple, qui ressentira la douleur et paiera le prix de l'incompétence de nos dirigeants. C'est tout pour cette vidéo, tout le monde. theduran.locals.com. Nous sommes sur X, Rumble et Telegram. Nous sommes aussi sur Substack. Allez sur la boutique du Duran et prenez des produits dérivés, comme ce t-shirt. Un t-shirt très cool. Et écrasez aussi ce bouton j'aime. Abonnez-vous à cette chaîne. Subscribe to this channel. If you are already subscribed to this channel, please check your subscription. Si vous êtes déjà abonné à cette chaîne, vérifiez votre abonnement, parce que YouTube supprime des abonnés. Mais s'abonner à cette chaîne, ça aide énormément. Et n'oubliez pas, je publie toujours une vidéo. Chaque jour, je fais une vidéo. Et je sais que YouTube ne recommande pas ma chaîne à ses abonnés, et que vous devez la chercher vous-même. Vous devez vraiment aller dans la recherche YouTube, tapez le nom de cette chaîne, et ma vidéo apparaîtra. Mais gardez toujours à l'esprit que je fais une vidéo tous les jours, sans exception. Je le fais depuis 3 ans, et au total, je n'ai manqué que 3 jours. C'est tout. Alors, cherchez bien ma vidéo chaque jour, et pulvérisez le bouton du hype. Tout tourne autour du hype. Il faut pulvériser ce bouton du hype. Et je vous retrouve tous demain. Prenez soin de vous. Tomorrow. Take care.